Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Alors effectivement, elles ont aussi touché les proches, et non pas d'ailleurs que les aidants, hein, les proches de manière plus générale. Et puis il y a un sujet que Monsieur Martinan a évoqué et sur lequel j'aimerais peut-être insister durant ces quelques minutes, qui est celui du deuil. Monsieur Martinan l'a rappelé, il y a eu les décrets notamment du 23 mars et du 1er avril 2020 qui ont introduit des modifications dans les soins funéraires, la présentation en chambre funéraire, mais également qui pouvaient toucher aux cérémonies, aux funérailles cette fois-ci, et puis avec cette idée, cette injonction à la rapidité, c'est-à-dire que dans les textes, si on les reprend maintenant avec plus d'1 an de recul, eh bien on y verra des formules du type dans les plus brefs délais, revenir à plusieurs reprises. Il y avait vraiment cette idée de vitesse sous-jacente. Alors, une des missions de l'Association française des aidants, elle est de porter les paroles des proches aidants. Elles sont plurielles aussi. Ce que je vous propose, c'est de partager avec vous, eh bien, comme madame, des histoires de vie, notamment 3 histoires de personnes que j'ai accompagnées et pour certaines que je continue d'accompagner. Alors, commençons par Yves. Yves, en 2020, il vit dans un EHPAD dans le nord de la France avec sa femme. Et ce, depuis plusieurs années. Sa femme, elle est malade, elle a un cancer, également depuis plusieurs années, mais il se trouve que là, en début 2020, ce cancer se montre de plus en plus agressif et elle doit être hospitalisée quelques jours. Pendant son hospitalisation, elle contracte le Covid. Alors, pardonnez-moi, je dis toujours le Covid, je n'ai pas cédé à la féminisation. Et à son retour en EHPAD, eh bien, ils vont être séparés. Mais ils ne la voient même pas quand elle revient en EHPAD, c'est-à-dire qu'ayant le Covid, elle est dans une unité, en tout cas dans une aile du bâtiment dédiée, et lui, il reste dans son logement, si je puis dire, et à partir de là, ils ne vont plus se revoir. Il y a seul le téléphone qui leur permet de converser. Et puis, au bout de quelques semaines, son état s'aggrave à madame et elle décède. Il ne l'aura pas revue. Il n'est pas autorisé à la voir dans ces derniers moments, ni au moment d'ailleurs de la mise en bière. Ses affaires, il ne pourra pas non plus les récupérer. Quand je dis ses affaires, c'est notamment ce qu'elle portait ou ce qu'elle avait avec elle dans l'aile d'isolement. Hein. Toutes ces affaires ont été mises dans un sac pour éviter tout risque de contamination et il n'a rien pu récupérer. Il ne peut pas non plus aller à l'enterrement. Il ne peut pas, en raison justement des différentes injonctions, il n'est pas autorisé à sortir et donc il ne pourra se rendre au cimetière qu'à l'occasion en fait du premier déconfinement. Et encore pas au début, il faudra attendre à peu près de mémoire 3 semaines pour qu'il puisse se rendre au cimetière où elle a été inhumée, alors qu'il est dans un village voisin en plus, hein, juste à quelques kilomètres. Hein. On est en campagne dans les 2 cas. Il pourra s'y rendre avec un de ses enfants. Et en raison de cette sortie, puisque c'est considéré comme une sortie, eh bien, son retour, il sera isolé de nouveau 1 semaine, qui était la condition sine qua non pour qu'il puisse se rendre au cimetière. Alors, ce monsieur, j'ai longuement conversé avec lui, avec beaucoup de pudeur. Il témoignait justement de ce que monsieur Martinan évoquait, c'est-à-dire du deuil empêché, d'un au revoir mais impossible, et puis aussi de la dimension sociale des funérailles qui avait été subtilisée d'une certaine façon. Et puis, il y avait cette idée sous-jacente que l'établissement recevait des ordres d'en haut. Ouais. Mais le d'en haut était finalement assez peu définissable, une sorte d'en haut très évanescent et vis-à-vis duquel finalement dire quelque chose n'aurait servi à rien. Le sentiment que sa parole ne comptait pas et qu'à ce titre, la partager ne servirait finalement pas à grand-chose, que c'était joué d'avance. Deuxième histoire de vie, cette fois-ci, c'est Pascaline. Alors, Pascaline, c'est dans une autre région, on est plus dans le sud. Elle rend régulièrement visite à sa mère, mais depuis à peu près 5 ans, qui vit dans une résidence. Alors, pas un EHPAD, hein, une résidence, je ne saurais vous dire maintenant si c'est senior ou autonomie. Et puis, depuis le début du confinement, pendant 1 an, elle ne va plus pouvoir la voir. Les visites ne sont tout simplement pas autorisées, elles sont interdites, pour le dire de manière très claire. Sa mère ne va pas bien.
c'est notamment ce que Madame évoquait, sa santé, notamment psychique, morale et puis sociale, se détériore. Il y a une tentative au début 2020 qui est organisée à travers une sorte de parloir avec des plexiglas, des masques, impossibilité de se toucher. Sauf que sa mère, elle entend peu, elle a des difficultés également de vision et en tout cas manifeste qu'elle ne comprend pas bien ce qui se passe et qu'au final, c'est plus angoissant qu'autre chose. Son état continue de se dégrader et Pascaline sera autorisée à la voir à la veille de son décès. Et elle seule, pas son frère. Puisque un seul membre était autorisé et qu'en l'occurrence, il s'agit d'une fratrie. Et encore, elle a été autorisée à condition d'avoir un test PCR négatif, bien évidemment de porter un masque et surtout de ne pas la toucher. Le jour de l'enterrement, donc le frère de Pascaline, qui est donc aussi le fils de cette dame, ne l'aura pas revu à aucun moment. Et puis, il aura fallu également, pardonnez-moi du terme, mais trier, sélectionner les personnes autorisées à venir à la cérémonie. Troisième histoire de vie, puisque vous l'avez dit, Monsieur Tchernikov, ça continue en fait, ça n'est pas fini. C'est Jennifer. Jennifer, elle habite dans un village à côté de Lyon. Elle a la trentaine, elle est en couple et elle a un enfant en bas âge. Et au moment du premier confinement, sa mère qui vit dans le sud-sud, vient vivre chez elle en raison de la suspension de visite d'aide à domicile parce que le service d'aide à domicile en fait n'a pas de matériel et donc ne peut plus assurer son service. Ça n'est pas par défaut de volonté, mais simplement il n'y a pas les équipements. Et donc, du coup, elle emménage chez Jennifer. Le confinement se passe, ma foi, aussi bien que possible. Il y a même des aspects positifs qui sont soulignés par les deux. Jennifer prend le relais sur certains soins et elle est en chômage partiel, puisque là aussi, rappelons-nous, l'an dernier, pour les personnes qui cohabitaient avec une personne dite à risque de contracter un Covid-19, il y avait un arrêt dérogatoire qui permettait à ces personnes dont le télétravail n'était pas possible de pouvoir bénéficier d'un dispositif de chômage partiel, dispositif qui a été abrogé fin août 2020, mais les personnes à risque, elles, l'étaient toujours au 1er septembre. Arrivé fin août, donc l'arrêt prend fin, retour au travail obligatoire, elle est agent d'entretien, donc son métier ne permet pas le télétravail. Elle y va, Jennifer, peur au ventre, peur de faire entrer une possible contamination à son domicile et donc de contaminer et d'entraîner un risque pour sa mère âgée. Et puis, il y a des conflits de loyauté qui se nouent, conflits de loyauté vis-à-vis de sa mère, conflits de loyauté également vis-à-vis de son époux, puisque les conversations, bien évidemment, sont phagocytées par ces sujets, puis conflits de loyauté aussi à l'égard de son employeur, en fait. Et dont on sait, des conflits de loyauté, que ça majeure les risques psychosociaux. Bon, ça continue, et puis il se trouve que sa mère, un jour, littéralement tombe. Elle s'écroule et transférée en urgence, il découvre qu'elle a une tumeur au cerveau. Elle est hospitalisée, opérée. L'opération se passe plutôt bien. Elle est transférée dans une USLD. La visite interdite. Visite interdite, sa fille ne peut pas la voir. Sa mère, qui n'a d'ailleurs pas de téléphone et qui commence à présenter quelques troubles en raison des conséquences de l'appui de la tumeur, du coup, n'est pas en tout cas en capacité de pouvoir demander un appel ou tout simplement de pouvoir passer cet appel. Et on lui refuse de donner des informations sur l'état de santé de sa mère. Elle ne sait même pas à quel étage du bâtiment elle est. On lui demande alors, sous prétexte des mesures sanitaires en cours, d'envoyer un mail. Et il lui est notifié que, du coup, on verra si on pourra répondre favorablement à sa requête d'accès à des informations, alors que par ailleurs, elle est personne de confiance. Bon, il se trouve que, pour la petite histoire, j'habite pas loin de Lyon. Donc, du coup, on s'est déplacé. On a saisi le représentant des usagers pour essayer de faire bouger la situation. Je ne vous cache pas l'échange plutôt vif sur le sujet. Et donc, elle a été autorisée à venir, à condition d'être vaccinée. Sauf qu'à cette époque, il y a quelques mois en arrière, 1, il n'y a pas de vaccin, et 2, elle est hors critère. Et que donc l'accès à la vaccination, la condition sine qua non, n'était pas rendue possible. Et puis surtout, on lui précise bien que elle, ça sera potentiellement faisable, pas les 6 autres frères et sœurs, parce que bien évidemment, c'est une seule
personnes, ils sont 7, et que bien évidemment le petit-fils, on n'y pense même pas. Et ça va durer plusieurs semaines comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit transférée dans un SSR. Et cette dame, elle me disait son sentiment de décalage, d'avoir été comme détachée de sa propre vie. Et au final, et pour ne pas être trop longue, parce que hélas, les exemples pourraient être multipliés. Ce que je disais donc pour conclure, c'est que toutes ces injonctions, ces modifications, elles ont entraîné des bouleversements dans les rites d'interaction, d'entrée en relation avec les proches, et ça vraisemblablement avec des retentissements à moyen et long terme dont on mesure encore pas complètement les conséquences. Et puis elles ont entraîné des conflits de valeurs, des conflits également de loyauté dont on sait qu'ils majorent le risque d'épuisement et également auprès des proches aidants. Voilà, je vous rends la parole. Merci.